messages to different groups of people in this country. I can't tell you how much I sympathize with the way. La vérité n'est pas venue doucement, pas progressivement, mais comme une rupture soudaine dans un décor soigneusement construit. Tout ce qui avait été voilé pendant des semaines par le silence des phrases rassurantes et des reports s'est effondré en un instant. Je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti pendant ces premières secondes, comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce où j'ignorais être resté dans l'obscurité tout ce temps. Ce que j'ai entendu, ce qui a été confirmé, était choquant non seulement par son contenu, mais surtout parce qu'il révélait. Non seulement une réalité médicale, mais aussi une histoire de dissimulation de reports et d'espoirs artificiellement entretenus bien trop longtemps. Dès les 15 premières secondes, j'ai su une chose avec certitude, plus rien ne serait comme avant. La certitude que je m'étais forgé l'idée que le silence puisse nous protéger s'est révélée être une illusion. Je sentais mon corps réagir plus vite que ma pensée. Mon cœur s'est emballé et mes pensées tourbillonnaient dans tous les sens. Comment en étions-nous arrivés là ? Comment avions-nous pu nous convaincre que se taire valait mieux que de dire la vérité ? Ces questions ne m'ont pas assailli de façon linéaire. Elles m'ont assailli simultanément. Ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est de réaliser que cette vérité n'était pas nouvelle. Elle existait depuis un certain temps tapie dans l'ombre, adoucie par des mots comme repos, guérison et temps. Je m'y étais accroché parce que c'était plus facile que d'affronter la réalité. Mais à cet instant précis, il est devenu douloureusement évident que retarder n'est pas un choix neutre. Retarder, c'est aussi agir avec des conséquences. Et ces conséquences commençaient désormais à se manifester sans équivoque. Je sentais la colère monter en moi non pas contre une personne en particulier, mais contre un système de prudence qui avait basculé dans le déni. En cours de route, nous avions oublié pourquoi la transparence était autrefois considérée comme une forme de respect. Pour le public certes, mais surtout pour nous-mêmes. Car comment vivre honnêtement quand on contribue quotidiennement à une réalité inexacte ? Je me demandais si le silence avait véritablement apporté la paix, ou s'il n'avait fait que gagner du temps au prix de la confiance. En même temps, je ressentais de la culpabilité. Culpabilité d'avoir consciemment ou inconsciemment contribué à ce silence. D'avoir laissé l'espoir se confondre avec le déni. C'est une vérité dérangeante parfois, on préfère croire à ce qui nous rassure plutôt qu'à ce qui nous prépare. Mais à ce stade, la préparation n'était plus un concept abstrait. Elle concernait des personnes réelles, une situation qu'on ne pouvait plus masquer par des mots soigneusement choisis. L'impact de ce moment a dépassé mes propres émotions. J'ai immédiatement pensé aux enfants, à la façon dont ils vivraient cette rupture. Les enfants perçoivent infailliblement quand les adultes cachent quelque chose. Quel impact cela a-t-il sur leur sentiment de sécurité lorsque le monde auquel ils font confiance bascule soudainement ? Et comment expliquer que la vérité est parfois retardée par peur, mais que cette peur, en fin de compte, s'intensifie à cause du retard lui-même ? C'étaient des questions auxquelles il n'y avait pas de réponse toute faite, mais elles s'imposaient inexorablement. Ce qui rendait cette première confrontation si intense, c'était sa dimension publique. Je savais que ce moment ne m'appartenait pas seulement. Des millions de regards suivaient, analysaient, interprétaient. La vérité éclatait non seulement dans notre sphère privée, mais aussi dans la conscience collective. Cette prise de conscience ajouta une pression supplémentaire à tout ce qui suivit. Car comment rester humain quand chaque geste est pesé, chaque silence interprété, chaque émotion amplifiée ? J'ai constaté que ma conception de la responsabilité évoluait. Jusque-là, je la percevais surtout comme la protection de la stabilité. Désormais, je comprends qu'une stabilité fondée sur des demi-vérités est en fin de compte plus fragile que la transparence. Peut-être que la véritable responsabilité ne consiste pas à éviter les troubles, mais à les reconnaître au moment opportun. Mais qui détermine ce moment opportun ? Et que se passe-t-il si ce moment est déjà passé ? La vérité qui éclatait enfin était à la fois libératrice et accablante. Libératrice car la tension du secret était enfin retombée. Accablante car je réalisais que cette ouverture aurait pu survenir plus tôt. Je me demandais quelle énergie avait été gaspillée à maintenir une façade, une énergie qui aurait été mieux employée à accepter la situation, à me préparer et à avoir une conversation sincère. Dans cette première phase de révélation, une chose est devenue indéniablement claire, le silence a une fin. Une fois cette date dépassée, la protection se transforme en danger. Cette prise de conscience ne pouvait être étouffée. Elle s'est ancrée en moi et a constitué le point de départ de tout ce qui allait suivre. Car une fois la vérité dite, aussi crue soit-elle, il n'y a pas de retour en arrière. Il faut avancer à travers l'incertitude, les yeux grands ouverts. Ce moment marqua non seulement la fin d'une période de silence, mais aussi le début d'un cheminement bien plus difficile, celui de vivre avec les conséquences de ce qui avait été trop longtemps dissimulé. Et tandis que je me tenais là, confronté à toute l'ampleur de cette vérité, je savais que cette histoire ne faisait que commencer. Une fois la vérité révélée, je n'ai pu m'empêcher de me retourner sur le passé. Non par nostalgie, mais par nécessité. Les mois précédents prirent soudain un tout autre sens.
Des événements qui semblaient anodins ou explicables sur le moment rétrospectivement formaient un schéma d'évitement et de déni. Les annulations étaient présentées comme des moments de repos, les absences comme une période de convalescence. J'avais accepté cette explication en partie par choix, en partie parce que le système dans lequel je fonctionne est conçu ainsi, les problèmes sont atténués, les aspérités sont adoucies, les angles vifs sont évités. Ce qui m'apparaissait désormais douloureusement, c'était la subtilité du silence. Il n'y avait pas d'ordre explicite de se taire pas de moments dramatiques où quelqu'un aurait décidé de dissimuler la vérité. Cela s'est fait progressivement, presque imperceptiblement. Chaque petit choix semblait logique, voire justifié en soi. Ensemble pourtant, ils formaient un mur derrière lequel la réalité s'éloignait toujours plus. Je me demandais combien de fois ce mécanisme se répétait, non seulement ici, mais partout où le pouvoir, l'image et la peur convergent. Durant cette période, j'ai vécu dans un état d'éveil suspendu constant. J'avais toujours le sentiment que quelque chose clochait, mais jamais assez pour l'exprimer à voix haute. Cette ambiguïté est insidieuse. Elle vous endort alors que vous devriez être éveillé. Je me souviens de moments de doute, de questions qui surgissaient et que je n'ai pas approfondies. Non pas que je n'osais pas poser, mais parce que j'espérais qu'elles disparaîtraient d'elles-mêmes, qu'elles se révéleraient inutiles. L'environnement a joué un rôle majeur. Les conseillers s'exprimaient avec des formules soigneusement choisies, les informations médicales étaient filtrées toujours juste assez rassurantes pour éviter la panique. Je comprends maintenant comment cette approche m'a peu à peu détaché de la réalité. Elle donnait une fausse impression de contrôle, comme si tout était gérable pourvu qu'on utilise les bons mots. Mais les mots ont leurs limites. Ils peuvent adoucir la situation, mais ils ne peuvent pas changer ce qui se passe réellement. Ce qui me frustre le plus avec le recul, c'est de réaliser que le silence n'est pas neutre. Il influence les décisions, ralentit les processus et façonne les attentes. En gardant le silence, on crée une réalité parallèle où les problèmes paraissent moins graves qu'ils ne le sont. Ce qui rend la confrontation finale d'autant plus difficile. Je me suis demandé si nous n'avions pas trop longtemps cru que le repos était synonyme de guérison, que l'absence menait automatiquement à la guérison. Cette croyance s'est avérée non seulement fausse mais aussi dangereuse. Durant ces mois, j'ai ressenti une tension croissante entre ce que je voyais et ce qu'on me disait. Certains signes contredisaient la version officielle, une fatigue persistante, des moments de confusion, une absence plus profonde qu'un simple repos physique. Pourtant, je continuais de chercher des explications moins menaçantes. Il est humain de préférer l'espoir à la confrontation. Mais l'espoir sans honnêteté perd toute sa valeur. J'ai aussi commencé à me demander qui nous cherchions réellement à protéger. Le public, les institutions ou surtout nous-mêmes? Cette question me taraudait. Car la protection née de la crainte d'une atteinte à la réputation est fondamentalement différente de la protection axée sur le bien-être. Dans le premier cas, l'image est primordiale, dans le second, c'est l'individu. Rétrospectivement, il est clair où se situait l'objectif, même si cela paraissait moins évident à l'époque. Les enfants vivaient une période de tension latente. On répondait à leurs questions de manière détournée, on minimisait leurs observations. Je comprends maintenant combien cela les a perturbés plutôt que rassurés. Les enfants perçoivent les incohérences avec une précision infaillible. Quand les mots ne correspondent pas aux actes, l'incertitude s'installe. Je me demande si l'honnêteté même, sous une forme différente, n'aurait pas été moins néfaste que ce flou prolongé. Cette phase était également marquée par la crainte de créer un précédent. On craignait de manière implicite que la transparence n'entraîne un effet domino, que l'aveu d'une vérité soulève des questions sur d'autres, que la vulnérabilité soit perçue comme une faiblesse. Cet état d'esprit est profondément ancré dans des structures qui privilégient la stabilité avant tout. Or, une stabilité sans authenticité se révèle fragile. Elle ne perdure que jusqu'à la première véritable tempête. J'ai constaté que cette période de silence m'avait aussi transformé. Je suis devenu plus attentive à mes paroles, plus soucieuse de mon choix de mots, moins encline à suivre mon intuition. Cette prise de conscience a été déstabilisante, car à quel moment se censure-t-on par loyauté et à quel moment par peur? La distinction est subtile, mais essentielle. J'ai commencé à comprendre que le silence exige parfois plus que la parole, mais qu'il a aussi un prix. Avec le recul, je vois ces mois comme une occasion manquée. Non pas que la transparence aurait tout résolu, mais parce que l'honnêteté aurait pu créer un espace de réflexion et de préparation. Au lieu de cela, nous avons vécu dans une phase transitoire où rien n'était résolu et où rien ne commençait vraiment. Ce vide, cette attente indéfinie s'est avéré plus éprouvant émotionnellement que n'importe quelle vérité difficile à accepter. Cette rétrospective n'est pas un reproche mais une leçon. Le silence peut protéger temporairement mais il engendre des tensions qui finissent par s'exprimer. La question qui demeure n'est pas de savoir si nous aurions dû parler, mais quand. Et plus important encore peut-être, pourquoi avons-nous repoussé ce moment si longtemps?
Face à l'inévitabilité de la réalité médicale, j'ai commencé à comprendre plus clairement que la maladie n'est pas seulement un état physique, mais aussi un facteur de pouvoir. L'information médicale n'est jamais totalement neutre. Elle circule au sein de structures d'influence, de hiérarchie et de prise de décision. Ce qui m'a le plus frappé durant cette période, c'est la rapidité avec laquelle les soins et le contrôle se sont imbriqués. Les médecins parlaient en termes de possibilités et de risques, tandis que d'autres pesaient ces mêmes mots en fonction de leur impact, du moment où ils étaient prononcés et de leurs répercussions potentielles. C'était comme si le diagnostic n'était pas seulement une vérité clinique, mais aussi un acquis stratégique. J'ai constaté que les conseils médicaux perdaient peu à peu de leur clarté initiale une fois filtrés par de multiples intermédiaires. Ce qui commençait comme une évaluation factuelle se terminait souvent par un message concis, dépouillé de toute nuance. Non par malveillance, mais par prudence. Pourtant, j'ai intuitivement pressenti que cette prudence avait un prix. Lorsque la réalité médicale est adaptée aux intérêts institutionnels, l'attention se déplace du soin vers le contrôle. Et le contrôle, j'ai appris, ne pourra jamais remplacer la guérison. La confrontation avec la maladie a révélé une vérité dérangeante dans les milieux où le pouvoir s'exerce. La vulnérabilité est rarement pleinement acceptée. Elle est régulée, mesurée, conditionnée. J'ai constaté que même les termes médicaux étaient choisis pour leur facilité d'utilisation. La gravité était atténuée, l'incertitude minimisée. Mais la maladie ne se laisse pas dompter par les mots. Elle obéit à sa propre logique, quels que soient les efforts déployés pour la définir. Ce qui rendait cette phase particulièrement complexe, c'était le conflit entre l'urgence et le conservatisme. Sur le plan médical, le temps devenait une denrée de plus en plus rare. Pourtant, chaque avancée semblait retardée par des consultations, des délibérations et la crainte de créer un précédent. Je sentais la tension monter entre ce qui était nécessaire et ce qui était considéré comme politiquement acceptable. Cette tension pesait lourdement, laissant entendre que la santé n'était pas toujours la priorité absolue. Cette prise de conscience était douloureuse et déstabilisante. J'ai commencé à me demander qui, en fin de compte, détenait le pouvoir de décision. Étaient-ce les médecins forts de leur expertise et de leur déontologie, ou bien les structures qui déterminaient quand et comment cette expertise pouvait être mise à profit? En théorie, la réponse semble simple. En pratique, elle s'est avérée plus complexe. Le pouvoir se dissimule souvent derrière des procédures, derrière la prudence, derrière l'argument de la stabilité. Mais en situation de crise, cette dissimulation devient visible. Dès lors, la question se pose inévitablement qui est responsable lorsque la prudence engendre des préjudices. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le sentiment que la réalité médicale était parfois perçue comme un élément perturbateur, quelque chose qu'il fallait intégrer à un récit plus vaste. Or, la maladie exige une attention, un espace et une reconnaissance totale. J'ai ressenti une frustration croissante face à l'idée que le contrôle primait sur la confrontation. Car les véritables soins commencent par faire face à la réalité et non par gérer les apparences. Lors de mes échanges avec les spécialistes, j'ai perçu leur réticence. Non pas qu'ils doutaient de leur diagnostic, mais parce qu'ils savaient que leurs paroles auraient des conséquences dépassant le cadre médical. Ce fardeau, cette double responsabilité complexifiait leur travail. J'ai constaté comment ils conciliaient leurs devoirs envers le patient et leur rôle au sein d'un système plus vaste. Cette tension est loin d'être négligeable. Il faut du courage moral pour s'en tenir à la vérité médicale, même lorsqu'elle est dérangeante. Cette période m'a obligé à envisager le pouvoir différemment. Le pouvoir s'est manifesté dans ce qui n'était pas dit, ce qui était reporté. Quelles options étaient sérieusement envisagées et lesquelles étaient silencieusement écartées. J'ai alors pris conscience de la fragilité des décisions médicales lorsqu'elles reposent sur des considérations non médicales. Cette prise de conscience était certes dérangeante mais nécessaire, car sans elle, les erreurs restent invisibles. Je me suis demandé à quelle fréquence ce schéma se répète en dehors de ce contexte. Combien de fois les conseils médicaux sont-ils édulcorés parce qu'ils ne correspondent pas à un récit souhaité? Combien de fois les soins sont-ils subordonnés à l'image, à la tranquillité ou à une stabilité illusoire? Ces questions dépassaient ma situation personnelle et touchaient à des dynamiques sociétales plus larges. Elles invitaient à réfléchir à la manière dont nous gérons collectivement la maladie, surtout lorsqu'elle se manifeste dans des lieux où le pouvoir est concentré. Parallèlement, j'ai dû admettre que le besoin de contrôle découle souvent de la peur. Peur du chaos, de la perte de confiance, de l'inconnu. Cette peur est humaine, mais elle peut aussi être paralysante. Durant cette période, j'ai constaté comment la peur retardait les décisions, comment elle limitait la créativité et la capacité de décision. J'ai alors compris que le courage en temps de crise n'est pas toujours bruyant ni visible. Parfois, le courage réside précisément dans l'acceptation de l'incertitude et le renoncement à l'illusion du contrôle. Finalement, la réalité médicale s'est imposée. Elle est restée présente, implacable, forçant des choix. Ces choix, une fois faits, portèrent le poids de tout ce qui les avait précédés.
C'est durant cette phase que j'ai commencé à comprendre que la maladie n'attaque pas seulement le corps, mais aussi ses systèmes. Elle révèle ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui est véritablement prioritaire et ce qui n'est qu'une étiquette. Cette confrontation avec la maladie, le pouvoir et le contrôle a marqué un tournant. Non pas parce que toutes les réponses sont devenues évidentes, mais parce que les questions ne pouvaient plus être ignorées. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le véritable soin commence là où s'arrête le contrôle et que l'honnêteté, aussi douloureuse soit-elle, est le seul fondement de décisions pertinentes. Alors que les tensions médicales et institutionnelles atteignaient leur paroxysme, l'attention s'est inévitablement portée sur moi-même. Ce qui s'est alors déroulé était moins visible, mais tout aussi profond. J'ai senti mon rôle de mari et de père se détacher des titres et des responsabilités pour se recentrer sur quelque chose de plus fondamental. La peur n'était plus un concept abstrait, mais une compagne quotidienne. Elle était là au réveil dans les silences, entre les rendez-vous, et surtout la nuit lorsque mes pensées refusaient de s'organiser. Mon plus grand combat était ce sentiment d'inadéquation. Non pas parce que je restais inactive, mais parce que mes actions ne me semblaient jamais suffisantes. Je voulais protéger, résoudre les problèmes, anticiper toutes les éventualités. Parallèlement, je me heurtais à mes propres limites. Il y a eu des moments où j'ai compris que la présence primait sur l'action, mais cette prise de conscience n'a pas été sans résistance. Comment accepter l'impuissance quand toute sa vie repose sur l'idée que responsabilité rime avec intervention? La paternité a donné une nouvelle dimension à ce conflit intérieur. Mes enfants sont devenus à la fois ma boussole morale et ma plus grande source d'inquiétude. J'observais leurs réactions, leurs silences, leurs questions, avec une attention obsessionnelle. Le moindre signe de malaise était vécu comme un échec personnel. Je me demandais si je trouvais le juste équilibre entre honnêteté et protection. À quel moment le silence devient-il une trahison ? À quel moment parler devient-il un fardeau trop lourd? Ce sont des questions sans réponse définitive qui exigent une constante remise en question. Ce qui m'a surprise, c'est la rapidité avec laquelle de vieux souvenirs se sont mêlés à la réalité présente. Les pertes passées ont refait surface non pas comme une image nette, mais comme une ombre émotionnelle. J'ai remarqué les réactions de mon corps avant même que mon esprit puisse les identifier: tension, agitation, état d'alerte constant. Cela m'a fait comprendre que les expériences sont enfouies dans des recoins inaccessibles à la logique. Cette confrontation fut douloureuse mais aussi révélatrice. Elle m'a montré que la résilience ne signifie pas la disparition des vieilles blessures, mais l'apprentissage de la vie avec elles. Durant cette période, j'ai aussi commencé à redéfinir mon rapport à la responsabilité. Longtemps, j'ai cru qu'être fort signifiait ne jamais douter. J'ai alors découvert que le doute pouvait être un signe d'engagement. Le doute pousse à la réflexion, il incite à la bienveillance. Mais comment exprimer ce doute sans trahir la confiance d'autrui? Cette question me préoccupait car je savais que mon attitude influençait mon entourage. J'ai remarqué que la colère se dissimulait parfois derrière une façade de détermination. Colère face à la situation, aux occasions manquées, aux décisions qui auraient pu tourner autrement. Il était difficile de reconnaître et d'accepter cette émotion, car la colère semble productive comme une source d'énergie. En réalité, elle m'épuisait. Ce n'est qu'en osant nommer cette colère qu'elle a pu laisser place à autre chose, la tristesse, mais aussi la compassion pour moi-même et pour les autres qui cherchaient eux aussi leur voie. Il y avait des moments où j'éprouvais le besoin de me retirer, de ne plus avoir à jouer un rôle pendant un temps. Ces moments étaient rares et brefs, mais nécessaires. Ils offraient un espace pour respirer, pour accueillir les émotions sans les analyser ni les corriger immédiatement. J'ai commencé à comprendre que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une condition essentielle pour être pleinement présente aux autres. Pourtant, il restait difficile de s'accorder cet espace sans culpabiliser. Ce combat intérieur m'a rendu plus sensible à la vulnérabilité d'autrui. J'ai vu comment les gens autour de moi dissimulaient leur propre peur derrière le professionnalisme et la loyauté. Cette prise de conscience a engendré une nouvelle responsabilité, non seulement diriger, mais aussi créer un espace. Un espace pour le doute, pour les émotions, pour l'humanité. Je me suis demandé combien de souffrances auraient pu être évitées si cet espace avait été instauré plus tôt. Lentement, presque imperceptiblement, mon point de vue a commencé à changer. J'ai cessé de lutter contre des sentiments persistants. Au lieu de cela, j'ai essayé de les observer, de les comprendre. Cela ne signifiait pas qu'ils devenaient moins douloureux, mais plutôt qu'ils étaient moins accablants. Ce fut un changement subtil, mais aux conséquences profondes. Je ne me sentais pas plus forte, mais plus ancrée. Moins axée sur le contrôle, plus sur le moment présent. Au terme de cette période, j'ai compris que mon rôle de mari et de père ne consiste pas à proposer des solutions, mais à traverser l'incertitude ensemble. Cette réflexion n'a pas apporté de soulagement, mais elle a donné une direction. Elle a offert une stabilité dans une situation où les repères solides étaient rares. Et c'est peut-être là le sens ultime de la résilience, non pas éviter les failles, mais apprendre à naviguer sur un terrain en perpétuel mouvement.
La tension qui s'était accumulée en moi s'est inévitablement répercutée sur l'ensemble de ma famille. Ce qui était resté implicite était désormais dit ouvertement. Ce qui avait été évité jusque-là était mis en lumière. Dans les situations de crise, les convenances s'effacent rapidement, révélant des divergences fondamentales de vision de valeurs et de priorités. J'ai constaté comment les liens familiaux se renforçaient et s'affaiblissaient simultanément. La loyauté, en fin de compte, n'était pas acquise, mais une notion qu'il fallait constamment redéfinir. Au sein de la famille, nos conceptions de la responsabilité divergentes sont devenues évidentes. Pour certains, il s'agissait de préserver la continuité quel qu'en soit le prix. Pour d'autres, la bienveillance primait, même si cela engendrait des tensions. Ce contraste a fait naître des conflits qu'il était impossible d'ignorer. J'ai constaté que les conversations devenaient plus directes, que les mots avaient pris une autre dimension. Non par manque de respect, mais parce que les enjeux étaient trop importants pour être apaisés. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de réaliser que les convictions morales ne se révèlent véritablement que lorsqu'elles sont mises à l'épreuve. Il est facile d'être d'accord en temps de calme. En temps de crise, les véritables priorités apparaissent. J'ai senti ma propre position se cristalliser autour d'une question essentielle, ce choix sert-il la personne ou son image ? Cette question est devenue mon principe directeur même lorsqu'elle engendrait un certain malaise. Les conflits qui ont surgi n'étaient là pas des affrontements théâtraux, mais des tensions latentes qui se manifestaient par des silences, des décisions reportées et des détours. J'ai constaté comment le pouvoir s'exerçait à travers la question de savoir qui avait le dernier mot, qui avait accès à l'information et qui était exclu des conversations cruciales. Cette prise de conscience a été douloureuse, car la famille présuppose l'égalité, mais en réalité, la hiérarchie n'était jamais bien loin. Cette phase a pourtant apporté de la clarté. Les limites sont devenues visibles, les positions clairement définies. J'ai commencé à comprendre que le conflit n'est pas forcément destructeur. Il est parfois nécessaire pour sortir de l'impasse. À travers les tensions, il est devenu évident où des compromis étaient possibles et où ils ne l'étaient pas. Cette clarté a eu un prix, mais elle a empêché que la situation ne s'enlise dans le flou. Un moment clé de cette période fut la prise de conscience que le silence n'était plus synonyme de neutralité. Là où il était auparavant perçu comme une protection, il était désormais considéré comme de la négligence. Je ressentais une urgence croissante à prendre position même au risque de semer la division. C'était un choix difficile mais inévitable, car sans repères moraux, même la famille la plus unie perd le nord. L'impact de ces tensions dépassait largement le cercle immédiat. Elles influencèrent la prise de décision, le rythme et le ton. Chaque avancée semblait se heurter à des résistances internes. Parallèlement, on prenait conscience que les retards n'étaient de plus envisageables. La situation exigeait une communication claire et une responsabilité qui n'était pas déléguée. Je me demandais combien de crises s'aggravent parce que personne n'ose marquer le moment où les consultations devraient se traduire en action. Cette phase a également révélé l'importance et la fragilité de la confiance. La confiance se construit au fil des années, mais peut être brisée en un instant. J'ai senti certaines relations se fragiliser non par malveillance, mais en raison d'interprétations divergentes des notions de soin et de devoir. Il a fallu des efforts pour maintenir cette distinction, pour éviter de tout prendre personnellement. Pourtant, il était essentiel de préserver un dialogue ouvert. Peu à peu, une nouvelle dynamique a émergé. Non pas parce que toutes les divergences avaient été résolues, mais parce qu'elles avaient été reconnues. Un espace s'est ouvert pour un compromis qui ne satisfaisait pas pleinement tout le monde, mais qui permettait d'avancer. Cette avancée était cruciale. Elle a fait naître le sentiment que nous n'étions plus enlisés dans un conflit interne, mais que nous pouvions envisager l'avenir ensemble malgré l'incertitude. Cette période de conflits familiaux et de désaccords moraux m'a profondément marqué. Elle m'a fait comprendre que l'unité n'est pas acquise, mais un choix qu'il faut sans cesse renouveler. Parfois, ce choix exige la confrontation, parfois la concession, souvent les deux. J'ai appris que rester fidèle à ses valeurs ne signifie pas avoir toujours raison, mais plutôt être prêt à en assumer les conséquences. Au terme de cette période, je n'ai pas éprouvé le sentiment d'une victoire, mais plutôt une certaine paix intérieure, non pas parce que tout était résolu, mais parce que les choses étaient claires. Cela a ouvert la voie à l'étape suivante, réfléchir à ce qui demeure, à ce qui a changé et à ce que cette crise laisse derrière elle. Une fois les tensions les plus vives apaisées, mon regard s'est inévitablement tourné vers l'avenir. Non pas parce que la crise était terminée, mais parce que rester englué dans le conflit et l'analyse n'apportait plus aucun réconfort. L'avenir se présentait comme une question ouverte sans contour précis, sans garantie. Et c'était peut-être là la prise de conscience la plus difficile à accepter. La certitude ne reviendrait pas même si la situation s'améliorait. J'ai commencé à réfléchir à ce que cette période avait véritablement révélé. Pas seulement la maladie, le pouvoir et la famille, mais aussi le sens de la vie. Ce qui subsiste lorsque les structures s'effondrent et que les certitudes disparaissent.
Pendant longtemps, j'ai cru que la stabilité découlait de la continuité du respect des formes et des traditions. Je comprenais maintenant que la stabilité pouvait aussi naître de l'adaptation de la capacité à changer sans se perdre complètement. Cette pensée était déstabilisante mais aussi nécessaire. La question de l'héritage a pris un nouveau sens, non pas au sens classique de position ou de rôle, mais en termes de valeur. Que transmettons face à la vulnérabilité? Qu'apprennent ceux qui nous succèdent de notre façon d'affronter la vérité, la peur et la responsabilité? J'ai compris que c'était peut-être là l'aspect le plus déterminant de cette crise, non pas ce qui s'est passé, mais notre réaction. L'espoir demeurait, mais elle avait perdu sa naïveté. Elle était devenue plus discrète, moins franche, mais aussi de ce fait plus honnête. Je n'espérais plus un retour à l'ancien ordre des choses, mais la possibilité d'un autre équilibre. Un avenir où l'humanité ne serait plus subordonnée à l'image, où la franchise ne serait plus perçue comme une faiblesse. Cet espoir était fragile, mais il me donnait une direction. Parallèlement, la peur persistait, non pas comme une force paralysante, mais comme un rappel constant de l'enjeu. J'ai appris qu'il n'est pas toujours nécessaire de vaincre la peur. Parfois, il suffit de la reconnaître et de l'intégrer à ses décisions. Elle peut nous maintenir en alerte, nous avertir et fixer des limites. Le défi consiste à empêcher qu'elle ne prenne le dessus. Durant cette phase, j'ai commencé à choisir consciemment ce qui méritait mon énergie. Toutes les discussions, toutes les interprétations, toutes les attentes ne requéraient plus mon attention. Il ne s'agissait pas d'un repli sur soi, mais d'une forme de concentration. J'ai découvert que la responsabilité implique aussi de décider à quoi je réponds et à quoi je ne réponds pas. Cette prise de conscience m'a apporté la paix sans pour autant nier la gravité de la situation. J'ai aussi constaté à quel point cette expérience avait profondément modifié ma vision du leadership. Le leadership s'est révélé moins axé sur la transmission de directives avec certitude que sur la présence face à l'incertitude. Il s'agit de créer un espace où chacun peut s'exprimer même en l'absence de réponse. Ce n'est pas un leadership héroïque, mais un leadership discret. Et c'est peut-être précisément ce qui le rend si puissant. L'avenir restait incertain et je devais l'accepter. Je ne pouvais plus forcer un scénario ni prévoir une issue. Ce que je pouvais faire, c'était rester fidèle à quelques principes fondamentaux qui s'étaient cristallisés durant cette crise: l'honnêteté plutôt que la facilité, la bienveillance plutôt que le contrôle, l'humanité plutôt que les apparences. Ces principes n'offraient aucune certitude, mais ils donnaient une direction. Au terme de cette phase, je n'éprouvais pas un sentiment d'apaisement, mais plutôt un sentiment de stabilité. La crise n'avait pas tout résolu, mais elle avait quelque peu modifié la donne. Ma perspective s'était élargie, moins axée sur la préservation et davantage sur la recherche de sens. Je savais que l'avenir resterait incertain, mais je me sentais mieux armé pour le parcourir sans me perdre. Peut-être est-ce là l'héritage durable de cette période, la prise de conscience que l'avenir ne se maîtrise pas, mais s'aborde avec ouverture et courage. Cette réflexion invite à la méditation non seulement pour moi, mais pour quiconque s'interroge sur notre rapport à la vérité, à la vulnérabilité et à la responsabilité lorsque celle-ci compte vraiment.